Il y a quelques années, moi et quelques amis très proches sommes partis en voyage de camping. Nous le planifions depuis littéralement un an, et nous étions super excités à l'idée de laisser derrière nous l'agitation de la grande ville pour nous immerger dans la beauté brute de la nature. Nous étions 5, moi-même, Rachel, une femme de 23 ans, Rob, Jenna, Jay et Dev. Ayant passé toutes nos années de lycée ensemble, nous formions un groupe très uni. Et pour moi, personnellement, ce voyage semblait être le point culminant de notre année. Mais je crois que je n'ai jamais eu aussi tort. Nos sacs étaient lourds à cause du poids des provisions, mais notre morale était au plus haut lorsque nous avons quitté le point de départ du sentier. Le temps était clément et nous avancions à un rythme régulier, le sentier serpentant à travers les bois, montant doucement au début, puis descendant dans de petits ravins avant de remonter. Nous rions, plaisantions en marchant, et ça faisait du bien d'être là, loin des écrans et des horaires, avec seulement nous 5 et la promesse d'un dîner autour du feu de camp. Vers la fin de l'après-midi, nous avions déjà parcouru une bonne distance, et comme nous n'avions pas prévu d'installer le camp avant encore quelques heures, nous avons décidé de faire une pause dans une petite clairière nichée au pied d'une butte. L'endroit semblait abrité, presque douillet. Alors, nous avons déposé nos sacs et nous nous sommes étalés au sol, sortant nos sandwichs et nos bouteilles d'eau. Hormis le bruissement des feuilles et le cri occasionnel d'un oiseau au loin, la forêt était vraiment silencieuse. Ce moment de calme me donnait l'impression que nous étions à un endroit spécial, à un moment unique. Mais il s'avère que j'avais raison, pour toutes les mauvaises raisons. Après quelques minutes, Dev s'est levé, a épousseté son jean et s'est éloigné vers un coin boisé en disant qu'il devait aller pisser. On lui a à peine jeté un regard, trop occupé à manger et à étirer nos muscles endoloris. Les secondes ont passé, et nous avons continué à bavarder tranquillement, jusqu'à ce que le calme soit soudainement brisé par un son terrible, un cri brut et guttural qui a déchiré l'air comme une tronçonneuse. C'était Dev. Et ce n'était pas juste un cri de surprise ou de douleur, c'était quelque chose de primal. Un son qui réveille la partie la plus primitive de ton cerveau et active tous les signaux d'alarme. On s'est tous levés d'un bond et on a couru vers le bruit, traversant les broussailles pendant que les branches s'accrochaient à nos vêtements. On a trouvé Dev à 30 yards de là, effondré au sol, les mains agrippées à sa jambe. Enrouillé autour de son mollet, il y avait un vieux piège à ours, ses mâchoires rouillées claquées autour de sa cheville. Ses cris s'étaient transformés en gémissements rauques, et son visage était livide, couvert de sueur pendant qu'il se tordait de douleur. Le sang s'accumulait sous sa jambe, s'imprégnant dans la terre. La vue du métal dentelé enfoncé dans sa chair m'a donné la nausée. Jenna est tombée à genoux à côté de lui, disant « Mon Dieu », les mains tremblantes, figées, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Rob jurait à voix basse, tournant en rond nerveusement, pendant que j'ai resté figé, les yeux rivés sur le piège. Je me suis forcé à regarder de plus près. Le piège avait l'air ancien. Une chaîne rouillée l'attachait à un pieu profondément ancré dans le sol. Il avait dû être abandonné depuis des années, laissé là à pourrir, jusqu'à ce que le pied de Dev le découvre. Soudain, Jay est sorti de sa torpeur et s'est agenouillé près de Jenna. « J'ai déjà vu ça, dit-il. Des vieux pièges comme ça. Il y a un mécanisme de libération. Il faut juste le trouver. » Il a passé sa main le long du bord du piège, ses doigts tremblaient, pendant que Dev essayait d'étouffer ses gémissements. Sa respiration devenait saccadée, haletante. Son sang teintait les mains de Jay pendant qu'il travaillait. Après ce qui m'a semblé être une éternité, Jay a finalement trouvé le levier, rouillé, dissimulé sous une couche de terre. « Tenez-le bien, nous a-t-il dit. » Rob et moi avons attrapé les épaules de Dev pour le maintenir pendant qu'il se débattait. Jenna lui a pris la main, murmurant des paroles rassurantes qu'il n'entendait probablement même pas. J'ai appuyé de toutes ses forces sur le levier. Le piège a résisté un instant, puis les mâchoires se sont ouvertes d'un coup sec. Dev a hurlé à nouveau quand la pression a cédé, libérant sa jambe, mais elle était dans un état épouvantable. J'ai regardé, et j'ai immédiatement regretté. La chair était largement déchirée, et on voyait l'os à travers un enchevêtrement de viande mutilée. On a transporté Dev jusqu'à la clairière. Ses cris s'étaient réduits à de faibles gémissements. Jenna a fouillé dans son sac, en a sorti une trousse de premiers soins et a commencé à enrouler sa jambe de bandages qui se sont imbibés de sang presque immédiatement. Rob, lui, a sorti un pistolet de son sac et il a dit qu'il l'avait, juste au cas où. Il tenait l'arme basse, scrutant les arbres pendant que nous planifions notre prochaine action. Le plan de camper fut évidemment rapidement abandonné. Dev avait besoin d'un hôpital, et nous étions à moins d'une journée de marche de la voiture.
Nous avons laissé la plupart de nos affaires derrière, ne prenant que le strict nécessaire pour avancer plus vite, puis nous sommes partis. Jay et moi soutenions Dave, ses bras passés sur nos épaules, Jenna portait la trousse de premier secours, et Rob ouvrait la marche avec l'arme à la main, nous guidant sur le sentier du retour. La forêt avait changé. Ce qui était auparavant un havre de paix était maintenant devenu un cauchemar. Elle s'était transformée si rapidement en enfer vivant que j'en avais le vertige. Au début, nous progressions plutôt bien, poussés par l'adrénaline, mais Dave devenait de plus en plus pâle, sa tête tombait contre mon épaule et il nous suppliait de ralentir. Ses bandages étaient complètement imbibés de sang qui gouttait sur le sentier, traçant une piste sinistre derrière nous. On savait que ça lui faisait mal, mais nous n'avions pas d'autre choix que de continuer. Et juste quand on pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, elles ont empiré. Nous étions à mi-chemin de la voiture quand c'est arrivé. Un claquement sec déchira l'air et quelque chose siffla près de ma tête, si près que j'en sentis le souffle. C'était un coup de feu. Et ce n'était pas Rob. Quelqu'un cria alors que nous nous jetions à terre, traînant Dave derrière un tronc tombé. Un autre tir retentit, et je jure qu'il a éclaté l'écorce juste au-dessus de nous. Rob répliqua, tirant au hasard vers la direction d'où venait le son. Il nous hurla de courir, nous faisant signe d'y aller. Jay et moi avons hissé Dave, trébuchant en avançant, et Jenna nous suivait de près. Rob continuait à tirer pour nous couvrir. Il était si courageux, mais je n'oublierai jamais son regard, ses yeux écarquillés, remplis de terreur, alors qu'il se penchait depuis derrière un arbre pour tirer. La forêt était un chaos total. Les coups de feu retentissaient sporadiquement. Certains semblaient proches, d'autres plus éloignés, et les échos se répercutaient sur les arbres au point qu'on ne savait plus d'où venait quoi. On courait à l'aveuglette, les branches nous fouettant le visage, trébuchant à chaque pas. Dave avait déjà perdu beaucoup de sang, mais l'adrénaline devait le porter. Il bondissait comme un homme possédé, et nous courions à ses côtés pour l'aider à garder l'équilibre. Rob nous a rejoints en disant « Continuez ». Il haletait en rechargeant un nouveau chargeur. Mes poumons me brûlaient, mes jambes hurlaient, mais la peur me poussait à avancer. Les arbres s'éclaircissaient à mesure qu'on approchait du début du sentier. Je pouvais voir la silhouette de la voiture quand le dernier coup de feu retentit derrière nous, puis le silence. On ne s'est pas arrêté. On ne s'est même pas retourné. On a atteint la voiture, jeté Dave sur la banquette arrière pendant que son sang souillait l'intérieur, et Jenna est montée à côté de lui, pressant de nouveaux bandages sur sa jambe. J'ai appris le volant. Rob tenait toujours son arme, surveillant la lisière de la forêt alors que je claquais la portière du passager. Le moteur a démarré et nous avons filé sur la route sinueuse à travers la forêt. Dave gémissait, il était toujours en vie, mais à peine. Il n'y avait aucun signal, donc on a visé la ville la plus proche, à une 50aine de kilomètres. Ce trajet a été un vrai brouillard. On parlait à Dave pour qu'il reste éveillé. Il répondait encore, mais il y avait cette petite voix dans ma tête que je devais faire taire, une voix qui disait qu'il allait mourir. On est arrivé à l'hôpital juste après la tombée de la nuit, frein hurlant devant les urgences. Des médecins et des infirmiers se sont précipités vers nous et ont emporté Dave sur un brancard, pendant que nous nous effondrions dans la salle d'attente, épuisés, choqués, couverts de sang et de terre. Des heures plus tard, un médecin est sorti. Dave n'allait pas mourir, nous a-t-elle dit, mais sa jambe était dans un état catastrophique. Il aurait besoin d'une opération, peut-être même plusieurs, et il y avait un risque qu'il ne marche plus jamais comme avant. La police est arrivée ensuite. 2 agents en uniforme ont pris nos dépositions. On leur a tout raconté, le piège, les tirs. Ils ont écouté, pris des notes, puis ont posé des questions sur le tireur. Mais on n'avait rien. On ne l'avait pas vu. On ne connaissait personne dans cette région, on n'avait croisé personne. C'était comme si quelqu'un était sorti de nulle part pour nous attaquer. Les flics ont promis de mener l'enquête, de fouiller la forêt à la recherche d'indices, mais leur ton ne laissait pas présager qu'ils allaient faire grand-chose. Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. Les parents de Dave les ont appelés encore et encore pour avoir des nouvelles, mais l'enquête n'a jamais avancé. L'identité du tireur reste un mystère. Mais évidemment, nous ne sommes jamais retournés dans ces bois. Les affaires que nous avions laissées là-bas y sont restées, comme un petit monument au jour où notre aventure s'est transformée en cauchemar vivant. Dave s'en est remis et, même s'il a une vilaine cicatrice, sa rééducation s'est très bien passée aujourd'hui. On ne devinerait jamais qu'il a failli perdre sa jambe. Une fois, on a essayé d'en parler, tard dans la nuit, autour de quelques verres, mais les mots ne venaient jamais,
et les questions restaient en suspens. Qui avait posé ce piège? Qui avait tiré ces coups de feu? Mais comme on savait qu'on n'aurait jamais de réponse, ça nous semblait inutile d'en parler. C'était vain. Aucun de nous n'est vraiment retourné faire de la randonnée depuis. Les bois n'ont plus rien d'accueillant. Et parfois, j'entends encore les cris de Dave résonner dans ma tête. On a survécu, mais quelque chose s'est brisé ce jour-là. Quelque chose qui ne guérira jamais, contrairement à la jambe de Dave. Et je sais avec certitude qu'il ressent exactement la même chose. Je suis un ancien marshal des États-Unis, et je suis en train d'écrire mon autobiographie. J'aimerais partager une dramatisation de ce qui est sans doute le chapitre le plus marquant de ma carrière. Je ne suis pas un écrivain expérimenté, donc ce texte ne sera peut-être pas à la hauteur de ce à quoi vous êtes habitué. Mais si vous le trouvez captivant et souhaitez l'utiliser dans une vidéo, alors la confiance que cela me donnerait serait la seule récompense dont j'ai besoin. Tout a commencé un dimanche soir, tard, en octobre 1986. J'étais chez moi, en train de regarder les meilleurs moments d'un match à la télé, quand le téléphone s'est mis à sonner. Et comme personne n'appelait après 22 heures sans raison sérieuse, je me suis penché depuis le canapé pour décrocher. C'était mon SD, mon superviseur adjoint. Tout ce qu'il m'a dit, c'est « Sois au palais de justice fédérale à 8 heures tapantes. Briefing d'une task force. » J'étais marshal adjoint dans le district de l'Est de l'État de Washington depuis près de 4 ans. Assez longtemps pour savoir que quand quelque chose de gros se préparait, c'était comme ça que ça se passait. Aucune info sur la cible, aucun détail sur sa localisation. Juste une date et une heure pour le briefing. Et après avoir entendu les mots task force, j'avais une bonne idée. On allait traquer un fugitif prioritaire. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette mission allait conduire à l'un des incidents les plus étranges et perturbants de toute ma carrière. Le lendemain matin, je me suis rendu au palais de justice du comté de Spokane, où j'ai retrouvé mon SD à l'entrée. Il m'a conduit à une salle de conférence au 2e étage. Quand je suis entré, il y avait déjà une demi-douzaine de types là-dedans, en costume, en polo ou en tenue tactique. Au départ, c'était surtout mes collègues marshals. Mais j'ai aussi reconnu un agent spécial du FBI du bureau local. Puis, avant même qu'il soit 8 heures, la salle s'est remplie de marshals venus du bureau de Seattle, de quelques patrouilleurs d'État et de 2 détectives de la police de Spokane. Après quelques minutes, la pièce bourdonnait de bavardage et de présentation, à mesure que la caféine faisait effet. Mais tout s'est immédiatement arrêté quand le chef adjoint des marshals du district est entré, accompagné d'une procureure adjointe des États-Unis. Le chef s'est dirigé vers le pupitre, a posé son café et est allé droit au but. Écoutez bien. Nous avons une arrestation prioritaire à effectuer, et ça risque d'être compliqué. Il a consulté ses notes, puis a continué. Le fugitif s'appelle Raymond Ridgeway. Il a 42 ans, mesure un M88, silhouette élancée, cheveux roux et yeux marron foncé. Il a des cicatrices de brûlures sur les paumes et plusieurs tatouages, surtout sur les mains et les doigts. Il est recherché pour 4 meurtres, 2 en Idaho, 2 en Oregon, plus 2 meurtres d'agents fédéraux après avoir tendu une embuscade à 2 agents du FBI l'an dernier. Le chef s'est interrompu un instant, jetant un coup d'œil à ses notes, alors qu'un murmure inquiet parcourait la salle. Tous les rapports indiquent que Ridgeway est armé et n'hésitera pas à tirer sur tout porteur de badge. Mais ne vous fiez pas à sa réputation. C'est un animal, oui, mais il est aussi intelligent et rusé qu'il est instable. Gardez bien ça en tête au moment de l'interpeller. Les marshals ont commencé à échanger des regards nerveux tandis que le chef reprenait la parole. La procureure adjointe s'est avancée, distribuant des dossiers pendant qu'il poursuivait. Nos renseignements indiquent que Ridgeway se trouve dans la région sauvage de Patan, près de la frontière canadienne. C'est une aiguille dans une botte de foin, mais grâce à un tuyau donné par un chasseur, le FBI a survolé la forêt. Leurs analystes pensent qu'il est retranché au sommet d'où la pique. Quelqu'un a baissé les lumières pendant que le chef activait un vieux rétroprojecteur. Le mur s'est illuminé avec une carte topographique de la région de Patan. Voici notre zone cible, dit-il, pointant le sommet encerclé en rouge. Il y a un replat quelques centaines de mètres sous le sommet. Difficile d'accès, mais avec assez de couverture pour le dissimuler. On pense qu'il se cache dans la plus grande des 3 grottes là-bas. Probablement seul, mais il a eu le temps de s'installer. L'altitude est d'environ 2600 mètres, les pentes sont raides de tous les côtés, et pour couronner le tout, la neige vient de commencer à tomber. Ce qui veut dire qu'on a une fenêtre étroite avant que les conditions nous bloquent complètement. Le chef a éteint le projecteur, la lumière s'est rallumée,
et il a désigné les hommes en costume. C'est une opération conjointe. Les marshals mènent, mais le FBI est là pour les questions de juridiction, les patrouilleurs d'État pour le soutien régional et les détectives de Spokane pour leur travail sur une planque locale utilisée par Ridgway le mois dernier. On y va en force, équipement tactique complet, fusil d'assaut et un hélico en attente pour l'extraction ou l'évacuation médicale si ça tourne mal. Et je vais être clair, messieurs. Le mandat dit appréhender ou neutraliser. Ça veut dire mort ou vif. Ridgway ne s'échappera pas cette fois. À ce moment, la procureure adjointe est intervenue. Légalement, vous êtes couverts. Mandat fédéral émis par le district et de Washington. Des accusations de meurtre ont été déposées et le ministère de la Justice a autorisé l'usage de la force létale en cas d'engagement. Nous avons des témoignages, des preuves balistiques et une menace claire et immédiate. Vous êtes autorisés à faire ce qui est nécessaire. Mais assurez-vous que ce soit propre. Le chef hocha la tête et reprit là où il s'était arrêté. On va établir notre base à Winthrop, la ville la plus proche de la frontière de la zone sauvage. Et on ne peut pas prendre le risque d'utiliser un transport aérien, donc après avoir conduit jusqu'à la forêt, il faudra marcher 16 km jusqu'à la base d'Oula. À ce moment-là, vous vous diviserez en équipes de 3. Alpha sera en tête pour l'ascension jusqu'au sommet, Bravo flanquera à l'est pour couper les routes de fuite, Charlie tiendra le périmètre et assurera le soutien si nécessaire. La météo est notre chronométro, donc on bouge au lever du jour demain. Des questions? Un des marshals venus de Seattle prit la parole, au fond de la salle. Qu'est-ce qui est arrivé à ces deux agents du FBI? Le chef eut un regard nerveux. Il regarda l'assistante du procureur fédéral, qui lui fit un signe de tête. Il se racla la gorge avant de répondre. Deux agents ont retrouvé la cachette de Ridgway dans les collines, à l'extérieur de Boise. Ils ont contacté le QG pour signaler une victime là-bas, et elle ne voulait pas partir, comme si elle avait peur. Elle a résisté? Demanda un autre marshal. C'est possible, répondit le chef. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a résisté physiquement quand les deux agents ont essayé de l'emmener, ce qui, selon nous, les a exposés à une embuscade. La pièce resta silencieuse pendant un instant, le poids de la mission s'installant. Le chef demanda alors si quelqu'un avait d'autres questions. Personne ne répondit. Il frappa dans ses mains une seule fois, vivement. Parfait. Préparez vos équipes. Reposez-vous avant demain. Je veux tout le monde à Winthrop à l'aube, prêt à partir. Le lendemain matin, on est parti à l'aube, en convoi. Des SUV noirs et quelques camions de la police d'État fendaient la brume du petit matin. On avait commencé par la route nationale 20, l'asphalte encore mouillé de la pluie de la nuit, avec les North Cascades se dressant devant nous. Après 1 heure, nos pneus crissaient sur les graviers en quittant la route principale pour un chemin de service. Le paysage était fait d'écorce humide et de feuilles mortes. La route rétrécissait rapidement, nous enfermant entre des pins denses et de la boue qui aspirait les roues à mesure qu'on montait. À 32 km, la route se terminait à un départ de sentier, juste une clairière boueuse avec un panneau rouillé. On s'est garé et on a mis les pieds dans la gadoue gelée. Le sommet d'Oula était désormais visible, une paroi rocheuse striée de neige, comme une ombre déchiquetée contre le ciel couvert. On a revu le plan une dernière fois. Puis les équipes se sont séparées, Alpha s'équipant avec fusil et sac à dos, Bravo et Charlie en faisant de même. Avant de se disperser, radio grésillante alors que le vent mordait chaque centimètre de peau exposée. La randonnée a pris des heures. Le sentier commençait plat, une boue épaisse traversant une vallée parsemée de branches cassées et de flaques. Mais rapidement, il s'élevait en lacets, serpentant à travers une forêt dense. Le givre devenait plus intense à mesure qu'on montait, passant d'une fine couche à un craquement solide sous nos pas. Je transpirais malgré le froid, mon souffle formant des nuages alors que les arbres s'éclaircissaient près de la limite forestière, laissant place à des pentes ouvertes couvertes de schiste et d'herbes glacées. Le sommet d'Oula approchait, son sommet caché dans les nuages bas. Et à midi, on atteignit la base. Nos jambes brûlaient alors que la pente abrupte nous défiait du regard. Je crois que j'étais trop concentré à regarder vers le haut pour remarquer quoi que ce soit, parce que c'est un membre de mon équipe qui a remarqué en premier. Et une fois qu'il l'a montré, on ne pouvait plus détourner les yeux. Au début, quand il a pointé un petit oiseau blanc et brun mort sur le sol, je me suis demandé pourquoi il me montrait ça. Mais j'en ai vu un autre, quelques mètres plus loin. Puis encore un. Et encore un autre. Rapidement, toute l'équipe examinait ce qui devait être au moins 2 douzaines d'oiseaux et d'écureuils morts, tous étalés à des endroits apparemment aléatoires dans la forêt.
Il ne semblait pas avoir été à moitié dévoré, ni porter de signes évidents de blessure. Il n'y avait pas non plus beaucoup de décomposition. C'était comme s'ils étaient simplement tombés morts. Alors qu'un de mes coéquipiers se demandait ce qui avait bien pu tuer tous ces animaux, je sortis la radio de mon gilet, appuyé sur le bouton de transmission pendant que le vent se levait. Bravo, ici Alpha Leader. Vous voyez quelque chose d'étrange dans votre position? Terminé. Un instant passa, la voix de Bravo crépita dans la radio, tendue mais stable. Alpha, ici Bravo Leader. On a trouvé plein d'oiseaux et d'écureuils morts, quelques marmottes aussi, éparpillés sur tout le flanc. Aucun sang. On dirait qu'ils sont juste tombés du ciel. Vous voyez quelque chose de similaire de votre côté? Terminé. Je jetai un œil au cadavre le plus proche, encore frais sur le givre, et sentis un profond malaise s'installer dans mon ventre. Même situation ici, dis-je. Il y en a des dizaines tout le long de la pente ouest. On dirait qu'ils sont morts rapidement, aucune trace. Une idée? Terminé. Un autre silence, plus long cette fois, puis la radio reprit. Négatif, Alpha. Aucune idée. On a signalé à Charlie, mais les ordres du chef sont de continuer. La priorité, c'est le sommet. Ridgeway est là-haut, et on ne s'arrête pas pour ça. Vous êtes prêts à avancer? Terminé. Je regardais mon équipe. Leur confiance semblait fondre à vue d'œil, leur souffle formant des nuages dans le froid, les cadavres autour de nous formant un tapis sinistre menant vers le sommet embrumé. Mais Bravo avait raison. Il fallait continuer. Reçu, Bravo, répondis-je. On bouge. Tenez-nous au courant si Charlie voit quelque chose. Alpha, terminé. Je raccrochai la radio à mon gilet et fis un signe de tête à l'équipe. Le sommet est encore à jouer. Yeux ouverts, armes prêtes. Allons-y. On recommença à grimper, les bottes crissant sur la neige et les petits corps rigides. Le malaise s'enfonçait plus profondément à chaque pas vers le sommet d'Oula. On franchit enfin la dernière montée, les bottes s'enfonçant dans une fine croûte de neige, et on atteignit le plateau dont on nous avait parlé, pas loin du sommet. Le vent s'était calmé ici, bloqué par une crête rocheuse basse, tandis que les nuages restaient épais devant nous. Là-bas, on apercevait l'ouverture d'une grotte, une entaille irrégulière dans la roche, d'environ 3 mètres de large, à moitié cachée par une dalle de granit. C'était le seul véritable abri là-haut, l'endroit évident pour que Ridgeway s'y cache. Les deux autres grottes n'étaient guère plus que des renfoncements. On se déploya, fusil levé, avançant à pas bas et silencieux vers l'entrée de la grotte. Je fis signe de garder les positions alors que des silhouettes émergeaient de l'est. C'était Charlie, et Bravo ne devait pas être loin non plus. Le chef d'équipe de Charlie me fit un signe de tête, que je lui rendis, puis on s'éparpilla pour couvrir l'entrée de la grotte. On avança ensemble, un demi-cercle resserré et silencieux. Aucun bruit ne venait de la grotte. Juste le craquement de nos pas et le sifflement du vent au sommet. À l'entrée, j'activai ma lampe torche. Le faisceau fendit l'obscurité alors que nous pénétrions à l'intérieur. La lumière de Charlie rejoignit la nôtre, projetant des ombres sur les parois. La grotte n'était pas profonde, peut-être 9 mètres au plus, mais elle se resserrait rapidement. L'air était humide, froid, et portait une légère odeur âcre. On avançait prudemment, inspectant chaque recoin à la lumière. Et après une dizaine de pas, on le vit. C'était Ridgeway, assis, dos à nous, au fond de la grotte. On ne voyait pas son visage, mais on savait que c'était lui. Raymond Ridgeway, US Marshal. Allongez-vous au sol, main derrière le dos. Criai-je, ma voix résonnant sur les murs. Il ne se retourna pas. Il ne bougea même pas. Il se balançait lentement, d'avant en arrière, la tête inclinée. Il était plus maigre que sur les photos, mais je distinguais ses cheveux roux emmêlés, collés à l'arrière de sa tête. Le chef d'équipe de Charlie commença à crier les mêmes ordres secs, sa voix couvrant la mienne, pendant que les lumières restaient braquées sur le fugitif. Ridgeway, au sol, hurla-t-il en s'approchant, mais l'homme ne réagit toujours pas. Il continuait à se balancer, comme s'il ne nous entendait pas, enfermé dans le bruit de sa propre tête. Le marshal à ma gauche, un gars nommé Torres, avança, son fusil pendant à l'épaule, et tendit la main vers Ridgeway. « Allez, dit-il. On va. » Mais Torres ne dit pas un mot de plus. Au moment où sa main toucha l'épaule de Raymond Ridgeway, son corps se figea, comme s'il avait été électrocuté. Il inspira brusquement, les yeux écarquillés, puis s'effondra lourdement au sol. Je me souviens être resté figé, totalement horrifié, en le voyant convulser, les bras tremblants, ses bottes raclant la terre,
de la mousse au coin des lèvres. Tout le monde était paralysé, les armes toujours pointées sur Ridgway. Mais quelques secondes à peine après que Torres se soit effondré, le corps de Ridgway sursauta brusquement, comme s'il s'était réveillé d'un coup. Sa tête se retourna d'un coup sec, ses yeux fous de confusion balayant la grotte. Les ordres résonnaient à nouveau tout autour, exigeant sa reddition. Et quand il comprit ce qui se passait, il se contenta de sourire. Main derrière le dos, ordonnez-je d'une voix ferme. Et cette fois, il obéit, s'allongeant au sol, le sourire toujours figé sur le visage. On le menotta rapidement avec des serflex, le traînant debout alors que le médecin de Charlie accourait vers Torres. Il était complètement inconscient, respirant faiblement, son pouls s'emballait. Le médecin a dit que ça ressemblait à une sorte de crise, mais qu'il y avait une chance que ce soit pire. L'hélico de Charlie arrivait dans moins de 20 minutes. Torres a été attaché sur une civière, toujours inconscient, et il a été évacué avec le médecin. Ridgway a suivi. Il était menotté, le regard vide pendant qu'on le chargeait, mais il semblait quand même sourire. On a évacué la grotte, la mission était terminée, mais les oiseaux morts, les spasmes, et toutes les questions sans réponse planaient au-dessus de nous alors qu'on redescendait ces pentes. On a rejoint les autres équipes, et on a fait le débriefing à Wintre avant la tombée de la nuit. On avait des questions, mais l'état de Torres a éclipsé les animaux morts. On nous a dit que les médecins avaient dû le plonger dans le coma pour stopper les crises, et qu'il ne s'était pas réveillé pendant une semaine. Mais quand il l'a fait, il ne se souvenait de rien. La dernière chose dont il se rappelait, c'était de conduire en direction de Bataan. Tout le raid avait été effacé de sa mémoire. Ridgway était en détention, en attente de procès, mais il refusait de parler. Il restait là, dans sa cellule, se balançant d'avant en arrière, comme il l'avait fait là-haut dans cette grotte. Après le raid, les oiseaux morts et l'effondrement de Torres ont fini par disparaître dans le bruit de fond de l'affaire. Le rapport d'exécution du mandat mentionnait à peine les oiseaux. Une seule ligne enfouie dans les détails. Nombreux animaux sauvages morts observés près de l'endroit où se trouvait le suspect, probablement tués pour être mangés. Les enquêteurs ont haussé les épaules. Ils ont dit que Ridgway les avait sûrement chassés. Personne n'a pris la peine d'analyser les corps pour détecter des toxines ou des maladies. Aucune autopsie, aucun prélèvement. C'était trop de tracas pour un détail. Et puisque Ridgway était menotté, l'attention s'est tournée vers la construction d'une affaire de meurtre contre lui. Les oiseaux sont restés là où ils étaient tombés, pourrir sur le pic ou là, complètement oubliés. Les crises de Torres ont reçu le même traitement. Selon le rapport médical, c'était un événement neurologique soudain, une crise d'épilepsie ou un effondrement provoqué par le stress. Les médecins ont conclu que c'était une coïncidence improbable, une sur 1 million, qui s'est produite au moment où il a touché Ridgway. Une coïncidence, rien de plus, insistait-il. Aucun lien avec la grotte, les oiseaux, ou quoi que ce soit d'autre là-haut. Torres s'est réveillé de son coma après une semaine, sans aucun souvenir, comme je l'ai dit. Le service lui a donné un poste administratif pendant un moment, puis il a été transféré ailleurs. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Rien d'étrange de ce genre n'a croisé ma route après ça. J'ai vu bien pire, entre fusillades, embuscades, ou des fugitifs prêts à se battre jusqu'à la mort. Mais rien n'avait ce genre de malaise silencieux. Pas d'animaux morts sans raison. Personne qui s'effondre en convulsions sans cause. Juste le chaos habituel et maîtrisé du travail. J'ai eu près de 40 ans pour réfléchir à ce qui s'est passé. Et pourtant, ça me ronge toujours. Les oiseaux morts. Et l'événement médical de Torres. Ridgway qui se balançait comme s'il était ailleurs. Rien ne colle. Et personne ne semblait s'en soucier assez pour chercher des réponses. Je l'ai rejoué dans ma tête 100 fois. L'odeur âcre dans cette grotte. La façon dont ces bestioles sont tombées d'un coup. Je sais que je devrais oublier. Mais laisser tout ça inexpliqué, c'est comme laisser une arme chargée sur la table. Je n'achète pas les réponses faciles. La survie, la coïncidence. Il y avait quelque chose de bizarre là-haut. Et je ne saurais jamais quoi. Et c'est ça qui me hante, le détail en suspens que je n'arrive pas à lâcher. Et pourquoi tout cet événement est devenu un des plus marquants de toute ma carrière. Ça m'a fait réaliser que les agences qui nous protègent des personnes dangereuses nous protègent aussi des vérités dangereuses. Je m'appelle Cal. Je suis un auditeur de longue date et je suis technicien forestier à la Forêt nationale de Tongass, en Alaska. Je travaille ici depuis 6 ans maintenant et je peux vous dire que c'est un endroit incroyable pour bosser. C'est beau, brutal, généreux et impitoyable à la fois.
Mais c'est aussi le seul endroit où j'ai ressenti une vraie terreur paralysante. Je ne voulais pas devenir technicien forestier, pas au départ. Mais j'ai grandi dans le nord du Minnesota, et je passais presque tout mon temps libre dehors, à pêcher ou randonner avec mon père. Il était bûcheron, et on avait la forêt à notre porte. Alors, très jeune, j'ai appris des choses comme reconnaître un arbre malade, écouter le vent, ou savoir quand une tempête arrive. J'aimais le calme, et le fait que chaque promenade dans les bois ressemblait à une aventure. Et j'ai toujours pensé que ce serait le métier le plus cool du monde, de passer ses journées dehors. Après le lycée, j'ai enchaîné des petits boulots mal payés. Mais tout ce qu'ils m'ont appris, c'est que je voulais quelque chose loin des villes et du bruit. Je suis allé dans un community college, j'ai eu un diplôme d'associé en ressources naturelles, puis j'ai décroché un poste saisonnier avec le Service forestier des États-Unis, au Minnesota. L'Alaska n'était pas prévu, jusqu'à ce qu'un ami de ce premier boulot me parle de postes ouverts à Tongass. Il m'a dit que c'était une vraie aventure, isolée, sauvage, rien à voir avec les forêts tranquilles de chez nous. Alors j'ai postulé. Et quand j'ai reçu l'offre, j'ai chargé mon camion et j'ai traversé le Canada. Ça m'a pris 5 jours pour atteindre Ketchikan, où j'ai pris un hydravion vers mon premier poste. Après avoir vu l'endroit depuis les airs, j'étais captivé. L'immensité de la forêt de Tongass m'a époustouflé. 17 millions d'acres de montagnes et de forêts pluviales tempérées, plus vastes que certains États américains. J'ai signé pour un poste à plein temps après cette première saison, et même après l'expérience que je m'apprête à vous raconter, je ne regrette toujours pas d'être venu ici, pas entièrement du moins. Ici, il n'y a que vous et les arbres, tous ces épicéas, pruches et cèdres s'élevant à plus de 30 mètres de haut. Mon travail consiste à surveiller les peuplements forestiers, vérifier la présence de maladies, marquer les arbres à abattre et parfois simplement parcourir les sentiers pour m'assurer que tout est en ordre. J'ai une petite cabane près de la station des Rangers, rien de luxueux, mais c'est chez moi. Après une journée sur le terrain, je m'assois sur le porche avec une bière et regarde la brume rouler depuis l'eau. C'est une bonne vie, avec une sorte de paix qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce que je déteste, cependant, c'est le climat. Il pleut environ 200 jours par an dans la Tongass, et pas seulement une petite bruine légère. Les gouttes tombent en nappe, froides et implacables, ce qui signifie que vous êtes presque constamment trempé pendant les mois les plus humides, peu importe à quel point votre équipement prétend être imperméable. Les hivers sont pires, des journées courtes, des nuits longues, et le vent qui vous transperce. Et puis, il y a aussi l'isolement. Je n'ai rien contre le fait d'être seul, mais des semaines peuvent passer sans voir une autre personne, et cela pèse sur vous. La ville la plus proche est accessible en bateau, et même là, il n'y a qu'une poignée de magasins et un seul bar. Parfois, je me surprends à parler tout seul juste pour entendre une voix. Et même si cela me préoccupe, l'isolement n'est même pas la pire partie d'être ici. C'était fin août de l'année dernière, et bien que les jours commençaient à raccourcir, il faisait encore jour après 20 heures. J'étais en mission de surveillance de routine à environ 20 km au nord de la station des Rangers, profondément dans une section de forêt ancienne qui n'avait pas été exploitée depuis des années. Le terrain là-bas peut devenir vraiment difficile, avec des pentes raides, une végétation dense et des ruisseaux coupant presque partout, rendant le sol incroyablement irrégulier. J'étais dehors depuis l'aube, marquant des arbres et prélevant des échantillons de sol, et j'étais épuisé. Mon sac était lourd de matériel et mes bottes étaient couvertes de boue. J'ai donc décidé de terminer près d'un petit ruisseau que je connaissais, où je pourrais manger un sandwich, laver mes bottes, puis retourner à la station avant la nuit. Je me souviens être assis sur un tronc d'arbre tombé près du ruisseau, déballant ma nourriture, l'esprit ailleurs, quand un bruit soudain m'a ramené sur terre. Au début, j'ai pensé que c'était un ours, et bien qu'il puisse être une menace, on s'y habitue ici. Ce sont principalement des ours noirs, parfois des bruns, et ils ont tendance à se déplacer silencieusement et à ne déranger personne à moins d'être surpris. Mais ce bruit n'était pas silencieux. C'était un son lourd et délibéré, comme si quelque chose de massif poussait à travers les bois. Des branches entières semblaient se casser, des branches très épaisses aussi, pas seulement des brindilles. Je me suis figé, mon sandwich à mi-chemin de ma bouche, et j'ai simplement écouté. Le bruit venait peut-être de 50 mètres en amont, caché par un groupe d'épicéas et de fougères, et je ne pouvais rien voir, mais je pouvais l'entendre clairement, quelque chose qui craquait et avançait lentement mais sûrement. J'ai rapidement réemballé mon sandwich et attrapé mon spray anti-ours aussi vite que possible, prévoyant de le faire fuir s'il s'approchait trop. Les ours s'enfuient généralement quand on crie, alors la première chose que j'ai faite a été de me lever et de crier «
Tu ne m'as pas encore senti, maman ours. Mais le bruit ne s'est pas arrêté. Au contraire, il est devenu plus fort et plus proche, et j'ai très vite réalisé que ce n'était pas un ours. J'ai entendu des ours bouger des dizaines de fois au fil des ans, mais c'était différent. C'était plus profond, plus lourd, et le rythme était également différent. Ce n'était pas l'allure roulante d'un animal à quatre pattes, c'était plus comme quelque chose de debout, quelque chose qui ne se souciait pas d'être silencieux. Quand l'idée m'est venue que je n'avais pas affaire à un ours ordinaire, je me souviens que mon estomac s'est noué. J'ai reculé d'un pas, scrutant les bois maintenant. Le ruisseau gargouillait derrière moi et le sol bougeait sous mes pieds, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était ce bruit. Craquement, bruit sourd, craquement, bruit sourd. C'était peut-être à 70 mètres. Je ne voyais toujours rien, alors j'ai crié à nouveau, plus fort cette fois, en disant « Fiche le camp d'ici ». Je n'ai eu aucune réponse, aucun grognement, aucun souffle, aucun signe que quoi que ce soit m'avait entendu. Juste ce mouvement régulier, implacable. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon spray. J'ai côtoyé des animaux sauvages toute ma carrière. Orignaux, loups, même un puma furieux une fois au Minnesota. Mais rien ne m'avait jamais donné ce sentiment-là. Et puis, l'odeur m'a frappé. Ce n'était rien de ce que j'avais senti auparavant, ni muscles d'ours, ni fourrure mouillée, ni même de la décomposition. C'était une odeur âcre, presque métallique, mélangée à quelque chose d'aigre, comme de la sueur rance. Et quand cette odeur m'a enveloppé avec la brise, j'ai eu un haut le cœur. C'est à ce moment-là que la panique a commencé à vraiment monter en moi. Je ne le voyais pas, mais je savais que c'était grand. Trop grand. Un orignal peut casser des branches, mais il est maladroit, bruyant d'une autre manière. Ce bruit, lui, semblait presque contrôlé. J'ai attrapé mon sac et j'ai commencé à reculer lentement sur le sentier, les yeux fixés vers les arbres en amont. Le bruit continuait de se rapprocher, désormais à une trentaine ou une quarantaine de mètres tout au plus. Je ne savais pas s'il me suivait ou s'il avançait simplement en parallèle, mais il ne s'arrêtait pas. Alors, j'ai tourné les talons et je me suis mis à courir. Je n'en suis pas fier, mais j'ai détalé sur ce sentier comme un gamin effrayé par le noir. Et je ne me suis pas arrêté avant d'avoir mis une bonne demi-mille entre moi et le ruisseau. Quand j'ai enfin ralenti, haletant, le bruit avait disparu. Plus de craquements, plus de coups sourds, juste le murmure habituel de la forêt. Je suis resté là, penché, les mains sur les genoux, essayant de comprendre ce que je venais de vivre. Qu'est-ce que c'était? Bon sang, ce n'était pas un ours. Trop grand, trop régulier. Une personne, peut-être, mais c'est impossible là-bas, pas aussi profondément dans la forêt. J'aurais vu des traces, entendu une voix, quelque chose. Mais non, seulement ce bruit et cette odeur. Je suis rentré à la station après la tombée de la nuit, trempé de sueur et encore secoué. J'ai essayé de me calmer, mais mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque grincement de la cabane me faisait me redresser, à l'écoute. Et quand je me rallongeais, je ne pouvais pas m'empêcher de revivre tout ce qui s'était passé dans ma tête, encore et encore. La taille de cette chose n'avait aucun sens. Les ours ne bougent pas comme ça, je l'ai déjà dit. Au matin, j'étais à moitié convaincu d'avoir tout imaginé. Peut-être que j'étais resté trop longtemps dehors, déshydraté, et que mon esprit m'avait joué un tour. Mais je pouvais encore entendre ces craquements et sentir cette légère vibration dans le sol. C'était réel. Je le savais. Quelques jours plus tard, j'en ai parlé à Jim, un des autres techniciens. Il est dans la forêt de Tongass depuis bien plus longtemps que moi. Un vétéran endurci qui a tout vu. Tempête, attaque d'ours, randonneur perdu. Peu importe ce que vous nommez, Jim l'a vécu. Nous étions à la station, en train de fendre du bois pour le poêle, et j'ai simplement lâché. J'ai entendu quelque chose, là-bas, Jim. Quelque chose de gros. Plus gros que ça ne devrait l'être. Et je lui ai tout raconté, le son, l'odeur, le fait que ça n'ait pas réagi à mes cris. Il a écouté, silencieux au début, continuant de fendre ses bûches. Puis, quand j'ai fini, il a posé la hache et s'est tourné vers moi avec un regard très sérieux. Ce n'était pas juste de l'incrédulité ou de la curiosité, c'était presque de la pitié, mélangée à une certaine nervosité. Comme s'il pensait que j'étais en train de perdre la tête. Il m'a demandé si j'étais sûr de ne pas avoir halluciné, et m'a dit que de longues journées pouvaient faire ça à un homme. J'ai dit, peut-être. Mais je voyais bien qu'il n'y croyait pas. Il continuait à me lancer des regards en coin, comme s'il attendait que je craque.
J'ai forcé un rire et dit que j'étais sûrement juste trop fatigué. Il a hoché la tête, mais le regard ne s'est pas adouci. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me taire. Pas la peine de faire croire aux gens que je suis faux. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Trop de boulot, imagination débordante, peu importe. Mais je ne peux pas me mentir. Je n'y arrive pas. Je ne suis jamais retourné près de ce ruisseau. Je reste sur les sentiers proches de la station maintenant. C'est plus simple comme ça. Le boulot est toujours le même. La pluie, les arbres, le silence infini. Mais quelque chose a changé. Je me surprends à écouter plus attentivement, attendant d'entendre à nouveau ce bruit. Et je ne l'ai plus jamais entendu. Et j'espère que ça restera ainsi. Mais évidemment, je ne l'oublierai jamais. Quelle que soit cette chose, je pense qu'elle est toujours là-bas, en train de se déplacer dans ces bois. Et même si je ne peux pas m'empêcher d'y penser, je ne suis pas sûr de vouloir savoir ce que c'était. Les arbres s'élevaient tout autour, l'air était frais et le ciel dégagé, et la forêt restait silencieuse, à l'exception de nos pas et du gazouillis occasionnel d'un oiseau. Nous ne parlions pas beaucoup au début, nous marchions côte à côte, trouvant peu à peu notre rythme. Au bout d'environ 1 heure, le sentier devint plus difficile. Il se rétrécissait, serpentant plus profondément dans les bois où les arbres poussaient plus serrés. Nous avons traversé un petit ruisseau en posant les pieds sur des pierres glissantes pour ne pas nous mouiller, et j'ai tenu la main de Sarah pour l'aider à garder l'équilibre. Elle a ri quand elle a failli glisser, un petit rire nerveux dont nous avons plaisanté ensuite, et ce fut un énorme soulagement de la voir commencer à apprécier l'expérience. Vers midi, nous nous sommes arrêtés pour une pause, assis sur un tronc d'arbre tombé pour manger nos sandwichs. Après le déjeuner, le sentier montait en pente très douce, et les bois s'ouvraient un peu, avec moins d'arbres et plus de broussailles. Nous marchions depuis peut-être 3 ou 4 heures au total quand Sarah a commencé à traîner derrière. J'ai ralenti, attendant qu'elle me rattrape. Elle m'a lancé un regard un peu défiant, comme si elle refusait d'admettre qu'elle était fatiguée, et je lui ai juste souri en lui disant qu'on pouvait faire demi-tour. Et puis, quelques secondes plus tard, elle l'a vu. Nous étions peut-être à 10 mètres l'un de l'autre, moi en tête, elle un peu derrière, quand elle s'est figée. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite, j'ai continué à marcher, puis j'ai entendu sa voix, nette et basse, à peine un murmure, « Oh mon Dieu !» Je me suis retourné, craignant de la voir pointer du doigt un ours ou peut-être un serpent, car elle était figée, regardant sur sa gauche, le visage vidé de toute couleur. J'ai suivi son regard, et ma mâchoire s'est décrochée. Là, à environ 20 pieds du sentier, se trouvait un arbre. Un grand arbre, peut-être d'1 mètre de diamètre. Et à mi-hauteur de son tronc, à la hauteur de la poitrine, se trouvait un cerf. Mais pas n'importe quel cerf, un mâle adulte, avec bois et tout. Et son corps était coincé dans l'arbre. Littéralement. La moitié avant sortait d'un côté, la tête pendait, les yeux vitreux, vides, tandis que la moitié arrière sortait de l'autre, les pattes arrière ballantes. Et pour être 100% clair, il ne pendait pas d'une branche, ni coincé dans une fourche. Il était dans l'arbre, comme si le tronc avait poussé autour de lui. J'ai fait un pas en avant, mais Sarah m'a attrapé le bras si fort que ça m'a fait un peu mal. « C'est quoi ce truc ?» dit-elle d'une voix tremblante. Je n'ai pas répondu, parce que je ne savais pas. L'arbre n'était clairement pas endommagé. Pas d'écorce éclatée, pas de bord tranchant là où le corps touchait le bois. Le tronc avait l'air lisse, intact, naturel, comme s'il avait poussé ainsi. Mais c'était impossible. Les arbres ne poussent pas autour d'un corps aussi rapidement. Et ce cerf n'était pas un squelette ancien. Il avait l'air frais, à peine en décomposition. Il y avait quelques mouches qui bourdonnaient autour de sa tête, mais c'était tout. Pas d'odeur, pas d'asticot, pas de sang, pas de chair déchirée. Rien qui évoquait une attaque. Il était juste là, comme fusionné avec le bois, d'une manière qui n'avait aucun sens, ni pour moi, ni pour Sarah. Elle restait figée, agrippée à mon bras de plus en plus fort. « Je n'aime pas ça, » dit-elle. Mais moi, je sentais un besoin étrange de comprendre ce que c'était. J'ai fait un pas de plus, puis un autre, jusqu'à me retrouver à portée de main du tronc. Et quelque chose, là, m'a fait frissonner, même si mon cerveau tentait encore de rationaliser ce que je voyais. Peut-être que le cerf était tombé de quelque part, mais il n'y avait pas de falaise, pas de branches cassées au-dessus. Et le tronc était trop solide, trop intact. Je me suis accroupi, regardant de plus près. Là où le corps du cerf rencontrait le bois, l'écorce s'adaptait parfaitement autour de lui, comme si l'arbre s'était moulé autour de la carcasse. J'ai tendu la main, hésité, puis effleuré le tronc,
juste sous le cerf. Ça semblait normal. Rien d'étrange, jusqu'à ce qu'on lève les yeux et qu'on voit ça. Sarah a crié mon nom, me disant de reculer. Mais je ne pouvais pas. Je me suis levé, j'ai contourné l'arbre. De l'autre côté, les pattes arrière pendaient mollement. Même constat, pas de sang, pas de traces de blessure. Rien n'indiquait comment ce cerf avait fini ainsi. Et c'est là que la curiosité a laissé place à la peur. Mon estomac s'est noué, pas de nausée, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose que je n'ai jamais su mettre en mots. Ce n'était plus simplement bizarre, c'était malsain. Et la forêt autour de nous semblait s'être figée. Plus d'oiseaux, plus de vent, juste le bruit de ma propre respiration et les petits halètements courts et nerveux de Sarah derrière moi. Je les regardais, ses yeux étaient grands ouverts et ses lèvres très serrées. « Il faut qu'on parte, dit-elle, et à ce moment-là, je n'ai pas discuté. Je pouvais m'éloigner physiquement, mais mentalement, je ne pouvais pas me détacher de cela. Depuis combien de temps étais-je là-haut? Quelqu'un ou quelque chose l'avait-il mis là? Le malaise a remonté lentement le long de ma colonne vertébrale, puis tout à coup, comme une main froide se refermant sur mon cou. J'ai pensé aux photos que j'avais vues d'animaux pris dans des clôtures ou des pièges, mais ce n'était pas ça. C'était délibéré, non naturel, et plus je regardais, plus je sentais que nous n'étions pas censés le voir. Aucun de nous ne s'est retourné, mais je n'en avais pas besoin. Je pouvais encore le voir, gravé dans mon esprit. Nous avons avancé en silence, nos pas rapides et irréguliers, alors que mon cœur battait la chamade, non pas à cause de la vitesse, mais à cause des pensées de ce que nous venions de voir. Sarah gardait la tête baissée, et je savais qu'elle ressentait aussi ce passage de la curiosité à l'effroi, cette impression que nous étions tombés sur quelque chose que nous n'étions pas faits pour comprendre. Nous sommes retournés à ma voiture en presque 2 fois moins de temps qu'il n'en avait fallu pour faire la randonnée, et pendant tout le trajet du retour, nous ne nous sommes pas adressé la parole. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle m'a regardé, le visage encore pâle, et elle a dit « On ne reparlera plus jamais de ça. » Et j'ai accepté, pas parce que je voulais oublier, mais parce que je ne voulais pas la bouleverser davantage. Et nous n'en avons jamais reparlé, ni l'un à l'autre, ni à personne. Mais il y a vraiment des moments, tard dans la nuit, où je revois ce cerf dans mon esprit, à moitié dedans et à moitié dehors de cet arbre, et je ressens à nouveau cette même étreinte froide autour de mon cou, me rappelant que tout cela était bien réel. L'année dernière, j'ai fait un voyage dans la nature sauvage de la région MSD, ici en Floride, tout au fond des Everglades. C'était à la fin du mois de juillet, et je marchais depuis des heures, seul avec mes pensées. J'avais déjà fait plein de randonnées comme celle-là auparavant, c'était ma façon de me déconnecter. Puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre quelque chose. Ça a commencé comme un bourdonnement sur quelque part sur ma gauche, comme le bruit lointain d'une tondeuse. Les insectes sont évidemment très courants là-bas, mais ce que j'ai entendu ce jour-là était différent. J'ai cessé d'essayer d'identifier le son, et il a augmenté un bourdonnement régulier qui vibrait dans ma poitrine. J'ai regardé autour de moi, les arbres, les buissons, le ciel vide, mais il n'y avait que ce bruit, de plus en plus fort, de plus en plus proche, jusqu'à ce qu'il semble être juste au-dessus de moi. Soudain, je l'ai vu. C'était un scarabée, un qui semblait aussi gros qu'un ballon de football. Il a émergé de la lisière des arbres et s'est mis à voler en cercle au-dessus de ma tête. Je me souviens m'être figé sur place, bougeant seulement le cou pour le suivre du regard, et du bruit qu'il faisait, un bourdonnement strident comme celui d'un frelon, mais plus grave et bien plus inquiétant. Et pourtant, j'avais déjà vu plein d'insectes bizarres pendant mes années de randonnée, des lucans impressionnants, des cigales, même ces foutues énormes mouches des chevaux dont les morsures font un mal de chien. Mais rien n'était comparable à ce scarabée. Son corps était d'un vert très foncé, presque noir, avec une légère brillance. Segmenté, dur, presque blindé, avec des pattes crochues qui pendaient en dessous. On aurait dit qu'il n'aurait jamais dû pouvoir voler à cette taille. Et pourtant, il le faisait, tournant autour de moi à environ 3 mètres du sol. Je n'avais pas peur, pas encore. J'étais surpris, mais j'avais déjà eu affaire à la faune sauvage, des ours, des serpents, même des pumas de temps à autre. Aussi étrange que ce soit, ce n'était qu'un insecte, non, rien que je ne puisse gérer avec un peu de spray dans le fond de ma botte. J'ai réajusté mon sac à dos et recommencé à marcher, pensant qu'il s'était éloigné. Mais non, le son a changé, il est descendu plus bas, et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que le scarabée descendait. Il est venu rapidement, s'est arrêté à environ 30 centimètres de mon visage, ses ailes battant toujours l'air, et ses yeux se sont accrochés aux miens.
Ils étaient énormes, noirs, brillants, remplissant presque toute sa tête. Et d'une manière ou d'une autre, ils m'ont foutu une trouille monstre. Ce n'étaient pas des yeux d'insectes comme les autres. Ils étaient lisses, profonds, humides, comme des mares d'anx. Ils me regardaient, pas juste par réflexe, pas juste par instinct. Il y avait quelque chose d'intelligent derrière eux. Quelque chose qui savait que j'étais là. Même sous la chaleur de la Floride, mon sang s'est glacé et je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus cligner des yeux. Et pendant ce qui m'a semblé être des minutes, mais qui ne furent sûrement que quelques secondes, le scarabée est resté là, à planer devant moi. Puis, d'un battement d'ailes, il a filé dans les arbres et a disparu. Je suis resté là, le cœur battant à tout rompre. Je transpirais, mes mains tremblaient pendant que j'essuyais mon visage, essayant de chasser l'image de ses yeux. Je me suis dit que ce n'était rien, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, et j'ai continué à marcher. Mais la randonnée n'était plus du tout relaxante. Je n'ai plus entendu le bourdonnement, mais je n'ai pas pu m'empêcher de l'écouter en permanence. Vers la fin de l'après-midi, j'ai trouvé un endroit où camper. J'ai installé mon hamac, sorti de la nourriture de mon sac, et j'ai essayé de manger. Et pourtant, à ce moment-là, j'aurais dû avoir faim, mais je n'avais aucun appétit. Mon esprit repassait en boucle ce scarabée, ses yeux, et la manière dont il m'avait fixé. Je me suis couché tôt dans le hamac, en espérant qu'une sieste me remette d'aplomb. Mais ce ne fut pas le cas. Les rêves sont arrivés vite. J'étais de retour sur le sentier, mais il faisait nuit, et le bourdonnement était partout, au-dessus de moi, derrière moi, dans ma tête. Je ne voyais pas le scarabée, mais je savais qu'il était là. Et puis ses yeux sont apparus dans l'obscurité, encore plus grands qu'avant. Ils ne clignaient pas, ils étaient infinis, m'aspirant. Et alors que je me noyais dans leur noirceur, mes mains se sont crispées autour de ma gorge. Je me suis réveillé en sursaut, manquant de tomber de mon hamac. L'obscurité bourdonnait de la symphonie nocturne des Everglades, et je suis resté allongé là, écoutant attentivement, jusqu'à ce que le soleil se lève enfin. Dès que la lumière a été suffisante, j'ai tout rangé rapidement. Le plan était de rester un jour de plus et de repartir par un autre sentier, mais je devais partir. La marche jusqu'à ma voiture faisait environ 10 kilomètres, et j'ai imposé un rythme brutal, m'arrêtant à peine pour boire. Tout le long du chemin, je tournais la tête sans cesse, les oreilles à l'affût. Mes jambes brûlaient, mon sac me labourait les épaules, mais je ne ralentissais pas. À ce moment-là, tout me semblait être des battements d'ailes. Le parking est enfin apparu, vers midi, et ma vieille berline cabossée était la seule voiture là. J'ai balancé mon sac dans le coffre et verrouillé les portes avant même de reprendre mon souffle. Le trajet du retour a été absolument dingue. 2 heures de route sinueuse, les mains crispées sur le volant, et je ne cessais de vérifier le rétroviseur, m'attendant presque à voir ce scarabée me suivre, en train de me fixer. Je savais que c'était irrationnel, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai jeté mon sac dans le garage et je suis allé directement sous la douche, laissant l'eau chaude emporter la sueur et la saleté. Je me suis dit que j'exagérais, que je vivais une sorte d'entomophobie tardive, la peur des insectes. Et bien que ce scarabée ait semblé gros comme un foutu ballon de football, il était probablement bien plus petit. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit, je voyais encore ses yeux. Noirs, sans fond, conscients, presque humains. Je me suis levé, j'ai attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Gros scarabée, insectes de la forêt, tout ce qui pouvait ressembler à ce que j'avais vu. Mais rien ne correspondait. Les plus proches étaient certaines espèces géantes d'Amérique du Sud, mais aucune n'avait ses yeux. Cette présence. Les jours ont passé, puis les semaines, et je n'en ai parlé à personne. Pas à mes potes randonneurs, pas à ma sœur, une geek qui aurait pourtant voulu m'aider. J'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Et j'ai tout simplement cessé de randonner là-bas. Tout mon équipement est encore dans le garage, à prendre la poussière. Je me tiens désormais à la ville. Les seuls insectes ici sont les cafards. Le seul bourdonnement, c'est celui de la circulation. Et je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais aujourd'hui, je me sens plus en sécurité ici. Et les amis, merci d'avoir écouté. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines narrations.